Ah, et ben voilà, ça fait du bien. C'est la 46e émission de Salon de Pauvres. Vous êtes bien sur Radio Béton, tout va bien. Il est 15h et une petite poignée de minutes. Vous avez eu juste le temps de vous servir une bière. C'est bien. Allez, salut les feignasses, on est bientôt parti. Notre invité aujourd'hui, Martial Bourdet, c'est la première fois qu'il vient dans les locaux de Radio Béton. Absolument. Alors, bienvenue ici. Et puis, on va parler avec vous de quelques sujets. Et puis, bon, on va peut-être déborder un peu. On va voir s'il y a de l'actualité. En ce moment, elle est pas très brillante. Donc, peut-être qu'il va y avoir des choses un peu réconfortantes. Oui, il faut que je parle plus près, c'est ça? Voilà. Oui, pardon. Scusi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois dernier, d'ailleurs, Marie-Thérèse? Pas grand. Il y a eu pas mal sur notre groupe. Il y a eu pas mal de gens qui nous ont laissé des messages et qui ont voilà, des messages intéressants sur le RSA en particulier. Ouais. Donc des gens qui se plaignent justement, qui comprennent pas pourquoi encore le RSA, le paiement des RSA quand ils ont travaillé, pourquoi c'est pas encore. Oui. Voilà, que le trimestre d'après, ils se retrouvent à avoir moins d'argent pour vivre parce qu'ils ont travaillé. Ouais, il y a des questions comme ça. Voilà. Et il y a surtout, depuis quelques jours, je ne sais pas si vous avez tous remarqué, le retour des trolls qui nous ressortent le bon vieux refrain, les assistés, etc. Ça revient sur les réseaux sociaux. Alors bon, on va pas passer notre vie à leur tordre le cou. Mais enfin bon, voilà, ils reviennent, donc faut pas répondre, faut pas nourrir le troll. Hein, dans ce cas-là, vous passez au message suivant et puis c'est tout, parce que bon, on a beau dire, on a beau expliquer, donner des chiffres et tout, ces gens-là sont totalement bouchés, donc il n'y a pas de problème. On passe à autre chose. Mais effectivement, il y a eu plusieurs messages pas inintéressants, des gens qui posaient des questions précises. Auxquels on a apporté un certain nombre de réponses quand on pouvait, parce que les gens ils échangent bien. Ouais. Bien les gens ils répondent, ils donnent leur avis, ils leur donnent des réponses des fois. Mais effectivement, ça peut-être être un sujet qu'on va aborder, peut-être pas ici à l'antenne. C'est la réponse correcte et professionnelle à des questions comme ça. Effectivement, là, on arrive à nos limites. Parce que il y a des questions très précises. Alors, généralement, on botte en touche en disant qu'on n'est pas là, pour se substituer aux services sociaux, on n'est pas là pour régler les problèmes des gens un par un, mais pour aborder des sujets généraux. Mais ceci dit, il y a parfois des moments où on voudrait bien trouver déjà avoir la réponse pour nous, par curiosité, et puis répondre à un certain nombre de questions. Alors voilà, comment faire pour avoir une voix professionnelle sur Facebook et encore plus à l'antenne ici. Ça nous manque un peu. Voilà. Enfin ça c'est de la cuisine interne. Après tout, vous vous en foutez, je suis sûr. De l'autre côté là, oui, ils s'en foutent. Bon, mis à part ça, on s'en fiche un peu des stats. Apparemment, il y a un peu de gens en plus tous les mois sur oui, on a encore augmenté à peu près une vingtaine de personnes à peu près. Ah ouais. Plus près tous les mois. On va friser les 500. Ah oui, j'espère qu'on y arrivera. On avait dit qu'on y arriverait peut-être en 400 avant le confinement et on y est arrivé. Et là, on est rendu, on se rapproche des 500. Hein. C'est la gloire. Nous sommes 200 000. Ah. Voilà. Et c'est très bien, c'est très bien. Et mis à part le fait de rappeler nos adresses, il s'est rien passé de spécial. Hein, on va
On va pouvoir passer aux choses sérieuses. On rappelle qu'on peut nous joindre sur Facebook, allocataires du RSA, des gens comme les autres, etc., etc. Et puis... il y a l'adresse mail. Oui. salondepauvre@gmail.com. Tout à fait. Et n'oubliez pas notre chaîne YouTube pour écouter toutes les anciennes émissions les unes après les autres. Vous n'avez pas fini, il y en a 45. Oui, Guylaine, je te vois prête à... Oui, prête à dire que donc notre compte Twitter et la chaîne YouTube s'intitule Salon de pauvres, tout simplement. Voilà, c'est très bien. Mais tu le dis bien. Hein. Merci. Et Ingrid va être jalouse dans son coin. Salut Ingrid, bisous. Oui, on salue Ingrid bien cordialement, oui. Voilà. Et bon, voilà, on a tout dit. Ouais, je pense qu'il est temps de présenter vraiment notre invité, Monsieur Martial Bourdet. C'est toi qui le fais, moi j'ai la flemme. Bon. Monsieur Bourdet, bienvenue sur Salon de Pauvres. Merci beaucoup, c'est véritablement un plaisir de vous rejoindre ici. Je crois qu'on peut vous remercier aussi parce qu'en fait, on peut dire que la collaboration qui a commencé il y a déjà 4 ans avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire a mené à créer toute une série d'éléments et dont cette émission Salon de Pauvres. Voilà. Monsieur Bourdet, qui êtes-vous et quelles sont vos missions au sein du Conseil départemental ? Eh bien, je suis directeur de l'insertion, de l'habitat et du logement au Conseil départemental, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité de mettre en œuvre les politiques publiques décidées par les élus en matière d'habitat et de logement. Ça comprend la question des agréments de logements sociaux, des aides à l'amélioration de l'habitat, la lutte contre le logement indigne, des aides à l'accès ou au maintien dans le logement, et puis, ou encore les aides à l'énergie, par exemple, ou au paiement des factures d'eau. Et puis, au nom du Conseil départemental également, mettre en œuvre la politique d'insertion qui concerne principalement le revenu de solidarité active, tant dans sa dimension d'accès aux droits et de gestion, toute la question des paiements, des relations avec les caisses d'allocation familiale ou la mutualité sociale agricole qui instruisent et versent le droit, que les questions parfois de contentieux ou de gestion d'indus. Et puis l'autre versant qui occupe d'ailleurs davantage de place dans mes missions, qui est l'accompagnement des personnes qui sont allocataires du RSA, en leur permettant, et c'est notre mission, de réaliser leurs projets et de sortir le plus vite possible du revenu de solidarité active. Donc beaucoup de missions qui sont toutes liées évidemment au domaine social. Quelles sont les... Alors, est-ce que l'insertion prend plus de place au sein des préoccupations que le logement, l'habitat, etc. Quelles sont la part des... Ce sont deux politiques distinctes et qui d'ailleurs se rejoignent, parce que on ne peut pas penser les questions d'insertion, d'accès à l'emploi si on n'a pas un toit sur la tête. Donc notre sujet, c'est bien de relier les deux. On a des thématiques différentes, mais tout est lié dans la prise en charge et dans l'accompagnement des personnes. Et c'est bien une approche globale à 360 degrés des problématiques des personnes et la politique d'insertion, elle n'est pas scindée, c'est vraiment la totalité. On mobilise la totalité de nos outils. Donc on n'a pas une politique qui prend le pas sur l'autre, c'est les éléments de réponse que nous pouvons apporter aux difficultés, aux problématiques que rencontrent les allocataires. Qui ne sont d'ailleurs pas tous allocataires du RSA, évidemment. Oui, parce qu'il y a d'autres minima sociaux qui sont Bien effectivement, qui existent et donc les personnes, les bénéficiaires ont aussi besoin d'un logement et d'aide comme celle que vous venez d'évoquer tout de suite. Oui, je voulais juste poser une petite question, puisqu'on parlait de logement. C'était pas prévu du tout et en plus ça touche pas du tout le RSA, donc c'est très bien. On est complètement à côté de la plaque, mais c'est important aussi parce que ça touche les autres minima sociaux, ça touche et une autre catégorie de personnes à laquelle ici on parle pas souvent. C'est les vieux. Et je viens de voir sur je ne sais trop quelle chaîne de télé tout à fait récemment une initiative dans la région de Dijon
qui porte le nom de Village Bleu ou quelque chose comme ça, et qui me semble assez intéressant. Alors en gros, pour ceux qui n'avaient pas suivi, qui regardent pas la télé, c'est des habitats en forme de petits villages. La structure ressemble à un petit village, et où on peut louer, où les personnes âgées, sous réserve, je suppose, de répondre à un certain nombre de critères, mais non dépendantes. Hein. C'est des gens qui vont faire leurs courses, il y a une épicerie au village, ils s'occupent d'eux, mais il y a quand même un accompagnement, il y a une personne qui est chargée de passer sur demande. Une fois par jour chez les gens en question, il y a un service médical, etc. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, qui est au moins à l'étude dans notre département? Bien, écoutez, il y a plusieurs initiatives qui ont déjà été portées. Moi, j'ai souvenir, dans une autre vie professionnelle, d'avoir accompagné un projet de hameau qui existe aujourd'hui à Joué-les-Tours, adossé à des résidences personnes âgées, qui était effectivement c'était pas la dimension d'un village, mais c'était une quinzaine de logements regroupés autour d'une cour intérieure, chaque logement étant autonome, permettant la vie collective et adossé à des services d'accompagnement. Je crois que c'est à peu près ça à Dijon aussi, parce qu'ils ont parlé de village, mais je crois que c'est entre 10 et 20 petites maisons accolées les unes aux autres. Bah, écoutez, sans vouloir faire de concurrence à Dijon, ça fait une vingtaine d'années qu'on avait initié ça à Joué-les-Tours à l'époque. Et puis, il y a d'autres initiatives plus récentes d'hébergement intergénérationnel, des projets. Là, le département va déployer un projet a lancé un appel à projet autour de l'habitat inclusif. Alors là, qui va concerner plutôt des personnes handicapées et plutôt des personnes vieillissantes. Mais on est bien dans cette dynamique-là, et elle est le département l'a déjà appréhendée. Il y avait déjà eu un appel à projet dans une première génération qui s'appelait Mieux vivre à domicile, et qui portait aussi sur des services collectifs de cette nature. Donc oui, il y a déjà des initiatives, y compris en Indre-et-Loire. On parlera peut-être un peu plus tard. Parlez près du micro. On parlera peut-être un petit peu plus tard aussi des mineurs qui sont sur le trottoir. Non accompagnés, des mineurs. Non accompagnés. Voilà, je cherchais mes mots, mais c'est la fatigue. Où là, il y a plus ou moins une actualité en Indre-et-Loire avec même des polémiques qu'on a pu voir dans la presse. Donc ça peut être bien d'en dire deux mots. Oui, bien que ce soit pas mon sujet. Hein. En l'occurrence, effectivement, j'ai des collègues qui portent ces politiques à la fois de protection de l'enfance ou liées à l'autonomie d'ailleurs, quand on parlait des personnes âgées ou des personnes handicapées. Donc je suis pas nécessairement le meilleur interlocuteur, ou en tout cas le plus pertinent sur le sujet. Oui. Non, c'était pour dépasser un peu cette seule question. Et se dire qu'effectivement, il y a beaucoup de pistes de réflexion pour les gens qui se retrouvent à la rue, quelle que soit leur origine, leur âge. Et je sais qu'il y a des initiatives qui sont. Alors je ne sais pas si elles sont coordonnées. Je sais qu'à Château-Renaud, par exemple, il y a la possibilité, je crois que c'est un secteur, une association qui gère ça, de loger des gens dans des logements qui ont été mis à disposition. Je ne sais pas quel est le processus exact, mais il y a moyen de loger des gens avec une association. Je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, des espèces de logements d'urgence, oui, pour une période restreinte de quelques mois, en attendant qu'ils se retournent, qu'ils trouvent quelque chose. Oui, ça existe à Château-Renaud, mais ça existe aussi ailleurs avec un certain nombre d'acteurs associatifs, à la fois d'ailleurs pour
tous les publics, y compris notamment les jeunes, puisque c'est aussi une de nos préoccupations. Oui. Et à Tours, sur Tours Centre Sur Tours également, il y a ce qu'on appelle, nous, des opérateurs du logement des jeunes, comme l'association Jeunesse et Habitat, qui a son siège rue Bernard Palissy, au foyer de jeunes travailleurs. Prenez des notes. Sur le Chinonais, sur Amboise, sur Loche également, le Centre intercommunal d'action sociale est très mobilisé sur ces questions de logement. Donc oui, il y a des réponses et qui couvrent le territoire départemental. D'accord. Voilà, je termine avec mes petites parenthèses. Oui, parce qu'on va aborder le cœur du sujet avec cette question. Quels ont été jusqu'ici les grands axes de la politique d'insertion et ceux qui vous semblent avoir donné les meilleurs résultats ou qui sont les plus prometteurs au sein du conseil départemental d'Indre-et-Loire? Merci Guylaine pour cette vaste question. Oui, très ouverte. Je vous remercie, très ouverte et très ambitieuse. L'après-midi, là. Alors, je vais pas faire de pirouette, mais peut-être poser quelques éléments de cadre. D'abord, de préciser que le département est, de par la loi, chef de file des politiques d'insertion. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité pleine et entière du revenu de solidarité active et non seulement de le payer, ce qui est un sujet, mais également de mettre en œuvre des actions d'insertion. À ce titre-là, il n'est pas seul, il est chef de file et donc il mobilise aussi autour de lui et à côté de lui de nombreux interlocuteurs, les acteurs associatifs, évidemment, on en a cité quelques-uns à l'instant, le Pôle emploi, les services de l'État, la région sur le versant de la formation notamment, puisque c'est de la compétence de la région. Donc voilà, ça ce sont un certain nombre d'acteurs. Et puis, au titre de la politique, nous avons globalement deux axes. Là, pour le coup, en dehors du fait d'octroyer les droits et de verser les droits et d'assurer ce suivi, deux axes. C'est un premier axe qui est le département a l'obligation de mettre en place pour chaque allocataire du RSA un accompagnement, donc qui peut être porté par le Pôle emploi quand les personnes sont en dynamique de recherche d'emploi et en capacité d'être suffisamment autonomes, et là, auquel cas, nous confions ces personnes en accompagnement à Pôle emploi. Et puis, sinon, nous avons développé aussi une offre de services, à la fois avec nos propres travailleurs sociaux dans les maisons départementales des solidarités, les assistants sociaux, et puis une offre de services que nous avons externalisée avec des partenaires qui sont des associations le plus souvent et qui vont accompagner à titre individuel chaque allocataire du RSA dans son projet, dans la réalisation de son projet. Qu'il soit immédiatement ou de manière opérationnelle tourné vers l'emploi, ou qu'il soit tourné vers des problématiques que je qualifierais de plus sociales, mais de questions de logement, de surendettement, des problématiques de santé aussi. Et donc, c'est des éléments qu'il faut régler soit en amont, soit en parallèle d'une démarche vers l'emploi. Ça, c'est le premier axe, la dimension accompagnement, qui est un axe important, très fort, très volontariste aussi de la part du département. Et puis une offre de services à côté, parce que l'accompagnement c'est bien, mais il faut aussi pouvoir proposer à côté des éléments liés à des services. Et donc on a notamment une offre qui porte autour de l'accès à l'emploi et à la formation. Donc on soutient notamment toutes les structures d'insertion par l'activité économique, les chantiers d'insertion par exemple, on les cofinance aux côtés de l'État. On collabore avec la région sur les aspects de formation et j'y reviendrai sans doute si vous m'interrogez sur les perspectives. Et puis on conduit un certain nombre d'opérations particulières de parrainage en entreprise, d'initiatives à l'attention de remobilisation des bénéficiaires du RSA dans des dynamiques d'emploi, de découverte de métiers. On a conduit une opération encore récemment sur les vendanges, par exemple, en permettant le cumul du RSA et du salaire issu des vendanges. On travaille sur les questions de mobilité, puisque qui est un vrai sujet. Dès lors qu'on doit aller travailler, il faut aussi pouvoir se déplacer. Il n'y a pas des transports en commun partout. Donc là, c'est l'enjeu. On travaille avec WeMove, la plateforme mobilité. On travaille avec Solidar Auto. On travaille avec Mobilité Emploi 37, donc pour permettre la mise en mobilité. On travaille sur les questions d'hébergement et de logement. Et puis, on travaille également sur la question des savoirs de base, les questions d'illettrisme. C'est un vrai sujet en lien, là aussi, avec la région.
On finance au titre de la politique d'insertion des actions de lien social, des espaces d'accueil, de rencontres pour les gens les plus éloignés de l'emploi, dont c'est pas la problématique essentielle, ou en tout cas le premier souhait. Au travers de cette politique, on finance également un certain nombre d'épiceries sociales. On a mis en place avec vous et grâce à vous des dons d'ordinateurs. Si vous vous en souvenez, des ordinateurs reconditionnés qui sont mis à disposition, oui. Ça continue. Hein. C'est super. On en a déployé un certain nombre et on va continuer. Et puis, on a également une offre de service à l'attention des jeunes en difficulté. C'est une mission qui est rattachée à la politique d'insertion, même si les moins de 25 ans n'ont pas accès au RSA. Mais par ailleurs, on gère le fonds départemental d'aide aux jeunes et des dispositifs de cette nature. Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, de l'offre de service. Et vous me disiez quels sont les outils les plus prometteurs. D'abord, on a initié, il y a maintenant 3 ans, Job2Rent, qui était une plateforme dédiée à la recherche d'emploi. Dont Marie-Thérèse est une grande fan. Oui, je repasse sur notre groupe toutes les annonces. Et Job2Rent, c'est une initiative co-construite avec un département voisin, une start-up. Donc ça nous a mis dans une situation un peu particulière de capital risque, où on a investi dans un outil nouveau, ce qui n'est pas très habituel pour des collectivités territoriales. Et donc, avec un certain succès, on a plus de 10 000 inscrits, 1000 recruteurs. Le 30 septembre, nous avons atteint les 1000 recruteurs inscrits sur la plateforme, donc qui sont susceptibles de poster des offres. Voilà, on a été un peu fauché par le confinement parce que la situation économique aujourd'hui est pas très favorable et ça génère beaucoup d'incertitudes. Mais je crois beaucoup en cet outil comme étant un des outils de la politique d'insertion qui nous permet de mobiliser autour des dynamiques d'emploi et d'aller chercher des offres dans un service qui est 100% local. Et c'est un service public, il est évidemment gratuit à la fois pour les bénéficiaires et puis pour les recruteurs. Deuxième sujet de travail pour nous, alors ça se voit pas beaucoup, mais c'est la mise en place d'un nouveau système d'information, un logiciel pour nous lié à l'accompagnement que nous avons appelé Parcours. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est extrêmement important parce que ce nouveau système d'information, ce nouveau logiciel va nous permettre de rendre un véritable service aux usagers, c'est-à-dire que nous sommes capables de faire en moins d'un mois ce que nous faisions en 2 mois et demi, 3 mois auparavant. Et donc on sait qu'il y a un véritable enjeu, notamment à l'entrée dans le dispositif RSA. On a eu l'occasion d'en échanger ensemble à de nombreuses reprises sur le caractère stigmatisant de l'entrée dans le dispositif. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse très 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 vite accueillir les personnes, faire le point avec elles sur leur projet et désigner très très vite un référent et mobiliser toute l'offre de services. Et ce logiciel nous permet de réduire, d'écraser totalement tous les délais et puis de mettre à disposition immédiatement toute l'offre de services. Donc c'est extrêmement important, tout est dématérialisé maintenant, on n'a plus de système de papier. Aujourd'hui, les allocataires signent leur contrat d'engagement réciproque sur un pad. Voilà, donc voilà, on a un vrai enjeu d'accès à l'information. Et pour le dire d'une phrase, cet outil-là nous permet de renforcer le pouvoir d'agir à la fois des personnes accompagnées, parce que l'idée, c'est de mettre à disposition toute l'offre de services disponible et en même temps de renforcer en instantané le pouvoir d'agir aussi des référents, c'est-à-dire qu'ils aient accès eux-mêmes à l'information, à pouvoir expliciter, accompagner, proposer. Voilà dans les axes qui pouvaient me paraître éventuellement prometteurs, si ce n'est prometteurs en tout cas à souligner, mais qui nous ont beaucoup occupés ces derniers temps, mais sur lesquels on compte beaucoup pour être en ordre de marche, pour faire face aussi à la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Est-ce que l'adhésion des services, elle doit être pleine et entière parce qu'elle facilite bien les choses en fait pour traiter les dossiers et effectivement suivre le parcours de chaque personne. Est-ce que du côté des bénéficiaires du RSA, des allocataires du RSA, vous voyez aussi une adhésion pleine et entière et facile en fait à cet outil nouveau ? Alors,
On était au stade de si je puis dire, de la version 1, parce que nous avons fait en 18 mois ce que Pôle emploi a fait en 40 ans d'amélioration successive. Attendez, je vois Alain qui sourit là en disant... non, je veux dire par là que les missions locales, en 20 ans, ont développé successivement un logiciel avec des fonctionnalités. Nous, on l'a déployé en 18 mois, on l'a co-créé avec l'éditeur, donc on n'en tire aucune gloire, c'est pas le sujet. C'est juste de dire que... C'était un sujet massif pour nous, qui n'a pas une traduction visible immédiatement pour les allocataires, parce que ça ne change pas leur quotidien. On prévoit dans une version 2 d'avoir un portail usager, c'est-à-dire que chaque allocataire puisse avoir accès à son compte. On n'a pas pu le développer immédiatement, c'est pour ça que je disais que ça avait pris beaucoup de temps, mais dans une version 2, et parce que d'autres départements sont en train d'adopter le logiciel que nous avons co-développé, on aura la faculté demain de pouvoir d'ores et déjà mettre à disposition à toute personne qui le souhaiterait des identifiants qui lui permettront d'accéder à son compte, à l'offre de services. Enfin, il faudra qu'on travaille, y compris avec vous, d'ailleurs, puisqu'on l'avait évoqué, de travailler avec vous sur le contenu et les attentes de ce que pourrait être ce portail usager lié à Parcours. Oui, de façon à ce que ce soit très interactif et à ce que les personnes puissent s'emparer très rapidement et facilement de l'outil pour en tirer tous les bénéfices possibles. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'idée que en fait, qu'il soit pleinement au service et qu'il corresponde aux attentes. Et du côté des employeurs et donc du monde économique, vous nous avez dit le succès qu'a maintenant Job Touraine avec des offres d'emploi qui sont nombreuses. Est-ce que vous sentez un bon frémissement justement du côté des entreprises, du monde économique vis-à-vis de cet outil ? Alors vis-à-vis de cet outil, c'est compliqué parce que il faut en permanence régénérer, c'est-à-dire qu'un recruteur qui a besoin d'un recrutement aujourd'hui, il n'en avait pas forcément besoin juste hier, et il n'en aura peut-être pas besoin avant, notamment si c'est un artisan, un commerçant à Ligueuil ou ailleurs. Une fois qu'il aura recruté, il n'a pas 2000 salariés, il n'a pas une DRH qui va recruter en permanence. Donc on a des situations très ponctuelles, et puis on a des partenaires, c'est comme ça que je les appelle sur la plateforme, qui sont extrêmement mobilisés. On a un partenariat avec l'armée de terre, on a ce qu'on appelle des grands comptes. On travaille avec... des grands comptes. Oui, voilà, oubliez pas le thé, parce que sinon on va se fâcher avec les militaires, et c'est jamais bon. Des grands comptes, Alain, et donc qui peuvent être amenés à gérer des volumes plus importants ou qui ont des besoins de recrutement ou des secteurs qui peuvent être un peu plus en tension. La situation à laquelle on est confronté aujourd'hui, elle est un petit peu compliquée. C'est difficile de dire si on sent un frémissement dans la mesure où vraiment le confinement a mis un coup d'arrêt. Il y a beaucoup d'incertitudes sur un certain nombre de secteurs. Alors, il y a des secteurs qui redémarrent, mais dans des conditions parfois un peu difficiles. L'intérim avait pris un coup de frein assez terrible. Il semblerait que les choses redémarrent. Donc nous, on ne le voit pas encore au niveau des allocataires du RSA et notamment de ce que l'on verse tous les mois, dans la mesure où l'effet figé du RSA maintient les droits pendant 3 mois. Donc je pense qu'on pourra l'analyser avec un petit peu de recul le mois prochain ou le mois suivant. En tout état de cause, on est arrivé sur des montants et des chiffres tout à fait impressionnants. Il y a eu un effet très fort de la crise sanitaire sur les effectifs du RSA, puisque nous avons eu une augmentation de 13% entre le 31 mars et le 30 septembre. Donc c'est tout à fait considérable. C'est 1548 allocataires supplémentaires rentrés dans le dispositif. Alors on pense qu'il y a un effet pour tous les publics qui pouvaient être fragilisés sur des emplois un peu plus fragiles, auto-entrepreneurs, du contrat à durée indéterminée, mission d'intérim, etc., qui ont massivement été frappés et qui n'ont pas pu nécessairement bénéficier de chômage partiel. Oui, puis un secteur qui nous touche, nous particulièrement, c'est le secteur de la culture et de l'événementiel. Par exemple, mais c'est pas le seul. Non, service, c'est pas le seul, toute la partie hôtellerie, même si la restauration a pu reprendre, mais dans des conditions un peu plus restreintes. Et puis, c'est arrivé aussi sur une période d'été, notamment sur certains secteurs, qui a fragilisé tous les emplois saisonniers, notamment qui n'ont pas permis à des gens ou qui ont fait basculer des personnes faute de ressources dans le dispositif RSA. Donc, on espère qu'elles vont pouvoir
rebondir très vite et que l'économie va repartir, mais le contexte génère beaucoup d'incertitudes. Oui, justement, enfin, à ce propos, quelles mesures particulières concernant les bénéficiaires des minima sociaux et plus spécialement les allocataires du RSA sont mises en œuvre par le département à la suite de cette crise sanitaire? Est-ce qu'il y a vraiment eu une nouvelle réflexion, des aménagements particuliers? Alors, d'abord, pendant la période de confinement, nous avons essayé de maintenir, autant que faire se pouvait, l'accompagnement. C'est-à-dire que nous avons demandé à tous nos opérateurs de l'accompagnement de conserver un lien avec toutes les personnes qui étaient confinées, ne serait-ce que pour ne pas perdre totalement les liens et de garder une certaine dynamique, même si, de fait, pendant le confinement, la plupart des offres de services, que ce soit de la formation, de l'accès à l'emploi, de ce qu'on évoquait à l'instant, n'a pas pu être mobilisé pendant le confinement. Et en sortie de confinement, on s'est retrouvé aussi dans la période d'été. Donc c'était aussi compliqué. Donc de mon point de vue, on est sorti, j'allais dire, le déconfinement pour nous a pris fin août. Et après, on a essayé de se remettre dans une dynamique beaucoup plus normale en mobilisant la totalité de nos moyens. On n'a pas développé d'action particulière en tant que telle. En revanche, la crise sanitaire, et puis avec son corollaire de crise sociale et économique derrière, nous a renforcé dans ce qui était déjà engagé en termes d'évolution de la politique d'insertion. Et donc, à ce titre, le dispositif, le logiciel que j'évoquais là, Parcours, va être complété dans les semaines qui viennent, et en tout cas d'ici la fin de l'année, ce sera opérationnel. On a greffé sur Parcours RSA Job2Rent. On a articulé les deux pour que ce soit tout à fait fonctionnel. Nous allons bénéficier, avec deux autres départements en France, d'un accès privilégié à un système d'information qui s'appelle WeForm et qui nous permettra d'avoir un accès direct à la formation professionnelle, beaucoup plus réactif, puisque un référent qui aura en face de lui un bénéficiaire du RSA pourra vérifier en temps réel les formations disponibles, mais non seulement les formations disponibles avec toute l'information nécessaire, mais également, s'il y a une information collective, de pouvoir inscrire la personne sur la formation en temps réel. Et ensuite avoir tous les éléments, si la personne s'est présentée, etc. Donc en termes d'accompagnement, ça va être extrêmement puissant. Et puis nous allons greffer un troisième outil qui est une plateforme inclusion qui est dédiée à l'insertion par l'activité économique, notamment les associations intermédiaires, les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, toute cette famille de métiers de l'IAE qui va être... pour laquelle on va avoir un accès beaucoup plus facile et avec la possibilité d'y accéder en direct, là pour le coup pour les allocataires et pour les structures et pour les référents du département. Donc c'est cet écosystème, si je puis dire, un peu numérique, mais qui va être véritablement opérationnel. Donc là on a formé toutes nos équipes à Parcours. Nos équipes étaient déjà formées à Job2Rent et on va former tout le monde à WeForm et à la plateforme inclusion. Et donc, tout sera fini et tout sera opérationnel le 11 décembre prochain. Et donc, à partir de janvier, on sera en ordre de marche. Et puis après, on essaye, au-delà de ces aspects, on va dire plutôt de mécanique interne, d'essayer de développer des services et de l'offre de services nouvelles. Et nous avons commencé à déployer depuis le début de ce mois 3 nouveaux services localisés, alors plutôt en milieu rural en termes de mobilité. C'est-à-dire que jusqu'alors, nous avions plutôt de l'offre de mobilité plutôt sur le territoire de la métropole. Là, en partenariat avec Mobilité Emploi 37 et Solidarauto, le garage solidaire, nous allons mettre à disposition, et avec des financements associés de l'État, nous allons mettre en place 3 points de mobilité inclusive, un à Chinon, un à Loches qui sont déjà ouverts, et un autre qui va démarrer à Amboise. Et sur chacun de ces points, il y aura en location non seulement des vélos assistance électrique, non seulement des scooters, mais également, et c'est la nouveauté, ce sur quoi on espérait depuis longtemps, et aujourd'hui on a trouvé le modèle économique qui nous le permet, de déployer une flotte de 15 voitures, 5 sur chaque point,
Parce qu'en milieu rural, c'est très bien quand on peut effectivement faire du vélo, mais quand on doit faire un peu de distance, quand on est une mère de famille, qu'on doit déposer ses enfants le matin à l'école avant d'aller travailler ou à la garderie, c'est mieux aussi de pouvoir avoir une voiture. Donc l'idée, c'est d'avoir des locations de voitures très sociales, très, très accessibles, du clé en main, tout compris, assurance comprise. Voilà, on a même monté un fonds de garantie qui va nous permettre d'offrir des réponses nouvelles en termes de mobilité. Et puis, nous travaillons également à une meilleure articulation avec Pôle emploi de manière beaucoup plus rapprochée. Et on a des ambitions très fortes pour la rentrée prochaine d'une meilleure qualité de collaboration et au bénéfice des personnes que nous recevons dans le dispositif. Donc ça, c'est important. Et puis, enfin, on voudrait développer, on réfléchit, c'est pas encore totalement calé, mais je vous le livre comme un scoop. Super, très bien. Bon, non, vous enregistrez les mecs. Hein. Non, pas du tout, mais en tout cas, on réfléchit de manière très active et il est assez vraisemblable qu'à partir du mois de mars, nous développerons une offre complémentaire d'accompagnement. On va augmenter le nombre de places d'accompagnement pour permettre à offrir une réponse nouvelle aux allocataires du RSA et notamment ceux qui vont rentrer dans le dispositif aujourd'hui, qui sont des gens qui étaient majoritairement en situation de travail et permettre d'organiser un rebond très très rapide. Donc on va essayer de mettre en place un accompagnement très intensif vers l'emploi avec un nombre plus restreint de personnes accompagnées par référent. Dans une logique d'emploi d'abord, c'est-à-dire qu'on ne va pas se poser la question de savoir si la personne, il faut qu'elle fasse une formation d'abord. Si elle veut travailler, si c'est son objectif premier, quel que soit le travail, l'idée, ce sera en 3 mois d'essayer de la remettre à l'emploi, de l'accompagner dans son projet, par des immersions en entreprise, par du coaching individuel, lui permettre de retourner, de réaccéder à l'emploi, ce sera la priorité. Et on imagine appeler ce dispositif « Réussir sans attendre ». Et si vous retenez les initiales de chacun des mots. RSA. Oh. Et je suppose qu'il y a un staff de créatifs très bien payé qui planche là-dessus pendant des heures. Pas du tout. Et non, mais je suis de mauvaise foi, vous savez. Je vous connais bien, Alain. Non, pas du tout. Juste pour préciser qu'on a emprunté ça à nos amis du département du Nord qui ont travaillé sur une opération et ils avaient fait travailler effectivement, je crois, une école d'ingénieurs, une école de communication sur le sujet. Et comme il n'y avait pas de droit déposé, et que je trouvais que ça répondait très très bien à la philosophie, cette idée d'emploi d'abord, donc réussir sans attendre, il n'y a pas besoin d'attendre, c'est de mobiliser très très vite. Alors pour ceux qui le souhaitent et puis qui sont dans cette dynamique rapide, qui peuvent très vite retourner à l'emploi. Et donc c'est cette idée de rebond immédiat en fait, parce qu'on a perdu son emploi, parce que ses ressources ont diminué, parce que l'activité n'est plus possible. On peut se retrouver transitoirement au RSA. Ma mission, c'est de faire en sorte que les gens en ressortent le plus vite possible. Et donc, l'idée du rebond me semblait intéressante pour tous ces gens qui viennent d'arriver dans le dispositif. Oui, puis ça donne à cet acronyme en fait un sens dynamique et positif. Absolument. Qui n'est plus stigmatisant cette fois-ci. Au contraire. Oui. Mais alors, l'intérêt, effectivement, c'est qu'on voit aussi se développer dans l'économie des mutations importantes. Et vous évoquiez tout à l'heure la formation. C'est un point essentiel. Est-ce que de ce côté-là, il y a des pistes qui sont en cours de recherche ? Alors, sur ce sujet, on n'est pas sur la compétence propre du conseil départemental, on est dans une compétence qui est celle à la fois de l'État et notamment de Pôle emploi, opérateur de l'État sur les questions d'emploi, et qui est un promoteur de formation très importante, et puis c'est aussi surtout la compétence de la région. En revanche, nous avons un partenariat. D'ailleurs, nous allons renouveler d'ici la fin de l'année 2 conventions de partenariat, dont une qui aura un caractère très stratégique et plutôt novatrice, avec Pôle emploi. Et nous renouvelons également ce sera la 3e ou la 4e génération de conventions avec la région, et avec l'ambition
de mieux prendre en compte qu'on pouvait le faire jusqu'à maintenant et d'être beaucoup plus réactif sur les formations qu'on pourrait faire, à la fois prenant en compte mieux la situation des allocataires du RSA, d'une part, mais d'autre part aussi les réalités locales et les besoins locaux. Par exemple, on a deux pistes importantes sur les métiers de la petite enfance, où c'est aussi un sujet de difficulté parfois de recrutement, et puis surtout sur les métiers dédiés à l'aide à la personne, où là, on a des enjeux qui rejoignent la politique autonomie du département. Si on pense aux services de l'aide à domicile, par exemple, qui sont des secteurs très en tension avec des difficultés de recrutement. Et l'idée, c'est de dire aussi que, d'ailleurs, on le fait déjà avec un dispositif modeste, mais on réunit chaque année au moins 5 ou 6 promotions de 15 personnes que l'on accompagne sur ces sujets-là, qui sont motivés pour aller vers les services à la personne, alors avec des employeurs privés ou des employeurs publics ou associatifs, et que l'on accompagne en fonction de leurs projets. Il y a des gens qu'on peut... Alors, les employeurs sont présents à nos côtés, et on va recevoir des personnes et on va regarder en fonction de leur situation et construire avec elles un projet. Soit ça correspond, et la représentation du métier correspond à celle qui s'en faisait et souhaite s'y engager, mais il y a des besoins de formation, ou alors il y a des gens qu'on va tester directement en emploi, en situation d'immersion, puis ensuite de consolidation dans l'emploi. Donc ce sont des pistes de travail sur lesquelles on essaye d'avancer de manière concrète et qui mobilisent fortement les questions de formation. Et est-ce que, en dehors de ces domaines où l'action sociale est très importante vers les personnes, effectivement l'aide à la personne, la petite enfance, est-ce que du côté du développement de l'industrie, des nouvelles technologies, il y a aussi des volontés de mettre en place des formations, des reconversions? Absolument. L'État a engagé, le gouvernement a engagé depuis 2 ans, je crois que c'était plus de 7 milliards sur 3 ans sur les enjeux de formation, et il n'y a jamais eu autant d'offres de formation aujourd'hui disponibles. Voilà. Alors après, c'est toujours un sujet un petit peu compliqué, la question de la formation. Il faut qu'on puisse bien faire coïncider les projets des gens, des personnes, et les enjeux de formation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de former des gens pour former des gens sur finalement un métier qui ne leur correspond pas ou à la fin qui ne répondait pas à leurs attentes. Donc il faut coller au plus près aussi des besoins des territoires, au plus près des besoins des entreprises. C'est pas toujours simple, y compris parce qu'il y a des mutations très fortes. Et puis, alors il y a des métiers, des niveaux de qualification qui sont, qui se traitent dans le cadre des grandes écoles ou en formation continue. Je pense à des ingénieurs, à de l'informatique ou des choses comme ça. Et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles, y compris d'ailleurs sur les métiers du numérique aujourd'hui dans l'apprentissage, et pour lesquels il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un DUT, un diplôme d'ingénieur, mais les approches par la pratique peuvent permettre à des personnes de trouver des modalités d'épanouissement dans le numérique. Mais vous avez raison, ça va être un des sujets auxquels on va être confronté, parce que la crise sanitaire là n'a fait qu'accélérer des processus de mutation économique qui étaient déjà à l'œuvre. Avec le télétravail, oui. Par exemple, le télétravail ou la numérisation d'un certain nombre de métiers. Et donc c'est un phénomène qui s'est accéléré là, et donc notre job va consister aussi à faire en sorte que toutes les personnes qui ne sont plus aujourd'hui, adaptées entre guillemets au marché du travail, en tout cas, c'est pas une question d'adaptation d'ailleurs, c'est une question d'avoir les bonnes compétences à l'instant T, ou en tout cas de se sentir suffisamment en confiance pour se dire je peux acquérir des compétences que je n'avais pas jusqu'alors. Et donc penser autrement à un nouveau métier et trouver des réponses. Et ce que je veux dire à vos auditeurs, c'est que c'est possible. Il n'y a pas de fatalité aux questions de chômage, voilà. Et on est là, en tout cas, on mobilisera tous nos moyens pour accompagner au mieux les personnes. Alors parfois ça peut être un peu plus long, mais on a des outils. Voilà, on a des outils et on essaye à chaque fois, si la formation est un peu plus loin, de gérer les questions de mobilité, de garde d'enfants. Enfin voilà, on essaye de proposer un environnement qui puisse être propice. Alors en même temps,
On a aujourd'hui 16 500 bénéficiaires du RSA en Indre-et-Loire. Donc c'est à la fois beaucoup de monde. Donc on essaye à la fois de gérer la masse et en même temps d'apporter des solutions individuelles. Oui, la difficulté, justement, ça va être le nombre, puisque crise sanitaire égale un petit peu début de crise économique, enfin, sans vouloir voir le paysage en noir. Mais là, quels sont les... Il faut toujours essayer de modérer les choses, de faire des équilibres entre l'engagement des nouvelles mesures ou l'engagement et ce qu'on aimerait faire, et puis la réalité concrète. Est-ce qu'il y a quand même des choix, des orientations qui sont déjà en œuvre, en fait? Jusqu'alors, en tout cas, je ne peux pas préjuger de ce que sera l'avenir, et puis les réponses en la matière appartiennent aux élus, mais jusqu'alors, nous avons maintenu la totalité de l'offre d'insertion. C'est-à-dire que, globalement, je ne sais pas si les chiffres voudront dire grand-chose, mais globalement, le montant de l'allocation à la fin de l'année, ce sera un peu plus de 86 millions d'euros qui auront été versés par leur département au titre de l'allocation, aux allocataires du RSA, payés par le département, puisque c'est la CAF qui le verse, mais c'est bien le département qui rembourse à la caisse d'allocation familiale. Elle ne fait que l'avance. Et puis, à côté, nous mobilisons aux environs de 7 millions d'euros dédiés aux actions d'insertion. Et cette enveloppe-là n'a pas bougé. Elle a été maintenue. Elle a même été renforcée grâce à des financements de l'État dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le département a contractualisé avec l'État. Il était département démonstrateur. Et à ce titre-là, nous avons eu des crédits complémentaires qui nous ont permis d'ailleurs de cofinancer les points mobilité que j'évoquais tout à l'heure, ou qui nous permettront demain de financer Réussir sans attendre par le biais d'un appel à projet vers l'accompagnement intensif vers l'emploi. Et est-ce que le département lui-même peut créer des emplois? Vous savez, il y avait eu autrefois les emplois jeunes, etc., pour intégrer davantage en tant que peut-être élément intermédiaire entre un autre emploi par la suite, en fonction justement de ce que l'économie nous donnera dans les mois qui viennent. Ce n'est pas l'option qui a été retenue par le conseil départemental. Il fut un temps où il y avait beaucoup plus de contrats aidés qui existaient. Aujourd'hui, il y en a moins. Le gouvernement avait eu une tentation de les réduire, voire même de les diminuer de manière très drastique. Aujourd'hui, ce n'est pas la position du conseil départemental. Nous avions eu quelques emplois jeunes à une époque. Aujourd'hui, il n'y a plus d'emplois aidés dans les services. Ce n'est pas la stratégie qui a été retenue par le conseil départemental. Donc il faudrait vraiment continuer d'imaginer une collaboration très forte entre les entrepreneurs, le monde économique, le monde industriel, enfin les entreprises, et puis ce lien social mis en place pour dynamiser la recherche d'emploi et la formation. Absolument, c'est ce à quoi on s'emploie, alors avec l'ensemble de nos partenaires. On a un partenariat avec le CREPI, par exemple, le Club régional des entreprises pépinières d'insertion en Indre-et-Loire, qui est très actif, donc qui est un de nos opérateurs en termes d'accompagnement, mais qui est aussi un partenaire sur des initiatives qu'il peut porter. Et c'est aussi des choses que l'on travaille en lien avec la région, en lien avec Pôle emploi notamment, dès lors qu'on peut répondre à des attentes. On a monté des job dating avec Pôle emploi, on est présent sur des salons de l'emploi et on essaye d'apporter des solutions conjointes. Et on devrait le faire encore mieux au regard de la convention, des nouveaux outils d'une part, et puis de la convention qu'on veut signer par exemple avec Pôle emploi. Il y a une question qui taraude un petit peu tout le monde, c'est de se dire que dans la vie de chacun, il peut y avoir des moments de difficulté, des moments de chômage, des moments, etc., avec plus de, qui conduisent à être hors du monde du travail pendant un moment. Et ce qu'on aimerait certainement tous, c'est pouvoir se dire qu'il existe un parcours qui est à la fois flexible pour pouvoir se renouveler, se reconvertir, passer à autre chose,
quand on le souhaite ou quand c'est nécessaire, et puis aussi avoir une sécurité. Est-ce que entre le monde des entreprises et puis le département là qui est vraiment en charge d'insérer, de réfléchir à la formation, à la façon dont les personnes peuvent à nouveau reprendre un nouveau départ vers le monde de l'emploi, est-ce que ces réflexions entre flexibilité et sécurité mènent à quelque chose? Alors, il faut tout d'abord préciser que ce n'est pas le département qui fixe le cadre. Oui. Le revenu de solidarité active, le cadre, il est fixé par la loi. Et le RSA n'est que le dernier filet de sécurité après qu'on ait épuisé toutes les autres capacités de revenus, et notamment les dispositifs de protection sociale. C'est tout d'abord, quand on est en situation d'emploi et qu'on le perd, c'est l'assurance chômage. Donc, et à ce moment-là, au titre de l'assurance chômage, on a la faculté de pouvoir être accompagné, de pouvoir être repenser son projet, de travailler un projet de reconversion. C'est dès lors qu'on n'a pas pu concrétiser ce projet parce qu'on n'avait pas ouvert assez de droits qui permettent d'avoir une allocation assez longtemps. Le dernier filet de sécurité, c'est le RSA. Mais le RSA, vous le savez, c'est aussi des revenus extrêmement modestes. Donc, c'est pas véritablement... là, notre sujet, c'est véritablement de permettre aux personnes de sortir le plus vite possible du dispositif. Alors, évidemment, on les accompagne dans l'élaboration de leurs projets, dans la capacité de la reconversion. Mais on est moins dans la flexi-sécurité, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire dans l'agilité, parce qu'on est déjà dans une situation déjà pour partie d'éloignement du monde du travail, sauf une part des publics qui pouvaient être déjà un peu fragilisés et qui, n'ayant pas ouvert suffisamment de droits, basculent très vite dans le RSA. Mais sinon, c'est plutôt un processus de fin de parcours. Donc là, on est moins dans la dynamique d'articulation des besoins de main-d'œuvre entre l'articulation entre Pôle emploi, la gestion du chômage et l'articulation avec les entreprises. Néanmoins, c'est une vraie préoccupation et néanmoins, on est très mobilisé sur ces questions, encore une fois en lien avec Pôle emploi et comme je vous le disais, dans l'idée du rebond. Mais pour le coup, c'est pas nous qui fixons le cadre. Donc c'est compliqué. En l'occurrence, sur le RSA, on n'en définit pas le contour. Le département est maître des actions qu'il veut mobiliser, et je crois qu'en l'occurrence qu'il est plutôt volontariste. Mais sur le cadre général, ça ne dépend malheureusement pas des élus départementaux. Alors c'est un petit peu dommage, c'est là qu'on pourrait peut-être, je dis pas revendiquer, mais enfin au moins proposer qu'il y ait une... revendique, Guylaine. Je revendique. Le point levé. Peut-être pas à ce point-là, mais effectivement, en fin de compte, comme si les gens ne se parlent pas davantage, enfin évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de conventions qui sont mises en place, etc. Mais il y a toute une partie de la population qui risque, qui est déjà fragilisée, qui se trouve donc en situation de vraiment grande difficulté économique et là, en fait, le département, portant toute cette politique, doit avoir aussi un poids vis-à-vis justement du cadre du RSA, du cadre légal, aussi des employeurs, etc., du monde économique en général, pour que les choses se remettent en route d'une manière plus efficace. Oui, sans doute. On le fait à notre échelle, mais voilà, on a un pouvoir relativement limité. En revanche, il y a des réflexions nationales. Et pour le coup, le département d'Indre-et-Loire a été investi dans les réflexions nationales. Le gouvernement avait lancé deux chantiers majeurs au titre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. C'était d'une part la réflexion sur le revenu universel d'activité et la perspective d'un service public de l'insertion. Au regard de ce que je vous ai dit et de la dynamique que déploie le département, nous nous inscrivons résolument dans une logique de service public de l'insertion, c'est-à-dire de garantir avec les autres acteurs la continuité des parcours, la mise en œuvre systématique d'un accompagnement, le fait qu'on ait des délais très rapides de prise en charge des personnes et le fait aussi qu'on soit capable de proposer une offre de services très lisible, ouverte à tout le monde et qu'on mette chacun en capacité d'agir. Donc ça, c'est la philosophie du service public de l'insertion. Et on est déjà dans cette dimension-là, même si la loi est encore loin d'être votée en la matière, et si tant est qu'elle puisse commencer à être écrite, parce qu'il y a eu beaucoup de chantiers, beaucoup de groupes de travail auxquels nous avons participé.
mais qui aujourd'hui sont je ne sais pas quel sera l'agenda parlementaire. Et puis l'autre aspect, c'est le revenu universel d'activité, où là, effectivement, la question s'était posée de l'intéressement au travail, de la continuité, de la cohérence des minima sociaux pour n'en faire plus qu'un. Il y a des travaux qui ont été conduits. Pour le moment, je pense que les choses ont été un peu freinées, que c'est peut-être pas la priorité du gouvernement, mais il y avait l'idée de fusionner un certain nombre de minima sociaux pour éviter notamment les effets de seuil. C'est-à-dire que chaque heure travaillée soit la garantie d'un gain supplémentaire. Ce qui est très, très majoritairement le cas, sauf dans quelques situations très ponctuelles. Mais néanmoins, il y avait besoin de rendre un dispositif plus lisible. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours. Je ne sais pas si elle aboutira, parce que c'est de la responsabilité des parlementaires. Mais le département y a apporté sa contribution, oui. En fait, on peut dire qu'on a la chance en Indre-et-Loire d'avoir un département très dynamique dans tous les domaines, et notamment le domaine de l'insertion est un élément moteur en fait dans la réflexion, et on peut souhaiter que les choses continuent dans ce sens. Doucement, les élus vont prendre la grosse tête. Non, mais pas trop de compliments. Job to Rent, c'était plus cet outil parcours. Enfin, on a toute une réflexion qui mène à des solutions concrètes qui visent à améliorer les choses. Donc ça, c'est très positif. On sera jugé sur des résultats, et c'est dans un contexte qui est aussi difficile. Mais sachez, en tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que nous sommes mobilisés, pleinement mobilisés. Voilà. Il est bon que nos auditeurs effectivement le sachent, et je pense que tous les éléments de réflexion que vous nous avez apportés vont éclairer justement leur connaissance de ce que fait le département concrètement dans le service de l'insertion. Merci beaucoup, Monsieur Bourdet, d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir convié surtout. Et puis surtout, n'oubliez pas, si vous avez des idées, des questions à poser, des engueulades, n'importe quoi, allocataires du RSA, des gens comme les autres, sur Facebook. Et ça pourtant, je t'avais lancé la perche, là. Bon, à couper, on la refait. Hop. Salon de pauvres, @gmail.com, notre adresse mail. Voilà. Et si vous voulez réécouter les émissions, n'oubliez pas notre chaîne YouTube. Et en plus, moyennant une petite manip, je ne sais pas si elle est très légale, mais enfin bon, tout le monde la connaît. Vous pouvez les récupérer, les télécharger, ça peut servir. Voilà. Eh ben écoute, il est quasiment l'heure. Allez, rendez-vous au mois prochain. Allez, ciao tout le monde. Salut les feignasses. Comme tous les gens.